Alors bonjour à tous. Une partie passionnante vient de se terminer, du moins au moment où je vous parle, dans le tournoi du Cap Échec 2022, le tournoi du Cap d'Agde. Et il oppose deux grands espoirs des échecs mondiaux. Marc-André Amorezi, le grand espoir français qui a été grand maître à l'âge de 13 ans seulement, le premier grand maître français, enfin le plus jeune grand maître français de tous les temps. Il devance d'ailleurs Étienne Bacrot. Et au même âge, à 13 ans, le champion belge Daniel Darda était champion de Belgique adulte. Et donc c'est une partie entre ces deux phénomènes que je vous invite à suivre. Alors j'ai déjà analysé dans le tournoi du Cap Échec, les jours précédents, des belles parties de Daniel Darda. Et si vous voulez revoir ces parties, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist du tournoi de Cap Échec. Et donc dans cette partie, Marc-André Amorezi a les blancs. Et il va commencer par D4. Il ouvre avec le pion dame. Daniel Darda répond par la symétrie D5. Les deux joueurs vont se développer ici avec cavalier F3 et cavalier F6. Et Marc-André Amorezi joue fou F4 dans l'esprit d'un système de Londres, avec l'idée plus tard de jouer au 3 et C3 par exemple, d'avoir extrait le fou. Mais là, Daniel Darda est le premier à questionner la structure de pion, il joue C5. Il implique le pion de l'aile à l'attaque du centre blanc. Alors prendre en C5 est possible, mais il est assez facile pour les noirs de récupérer ce pion esselé et finalement d'avoir dévié le pion blanc du centre. Et Marc-André Amorezi ne veut pas ça, donc il joue E3, il solidifie son pion D4. En cas de prise, il pourra reprendre du pion. Cavalier C6 de Daniel Darda, il continue à se développer en prenant pour cible le pion D4 qui est bien défendu pour l'instant. Cavalier BD2, alors certains sur la chaîne seront plus habitués à cavalier C3, mais cavalier BD2 a l'intérêt dans cette position de laisser le pion C2 libre. Libre de venir en C3 défendre le centre, ou libre d'aller en C4 pour aller attaquer le centre noir. Donc cavalier BD2 a été joué, et puis il est en relais du cavalier F3. Les noirs ont décidé de prendre, reprise, A6, C3, et dans cette structure de pion, que l'on appelle la structure de pion Carlsbad, parce qu'elle a été jouée plusieurs fois dans un tournoi à Carlsbad, dans le passé, dans l'histoire des échecs. Donc cette structure de pion Carlsbad, il est très important pour les noirs de sortir leur fou avant de jouer E6, sinon le fou n'arrivera pas à jouer, il sera muselé par la structure de pion des noirs. Donc le fou peut venir en F5 ou en G4. Dans la position, Daniel Darda a choisi F5. G4 était possible, mais le cavalier D2 était un bon protecteur du cavalier F3, donc c'était pas très gênant pour les blancs. Donc fou F5. Alors je vous l'ai dit souvent dans d'autres vidéos, cette sortie du fou, on doit s'intéresser quand le fou de case blanche sort et abandonne la protection du pion B7, au coup dame B3 qui va justement attaquer ce pion B7. Mais ici, ça ne marche pas très bien. Parce que si on joue dame B3, c'est vrai que les noirs ne peuvent pas jouer de tour B8, il y a le fou qui prendrait. Mais les noirs peuvent repousser la dame, sans craindre d'ailleurs l'échec, parce que le cavalier est protégé par la dame noire. Donc on pourrait jouer B5, et finalement la dame blanche n'a pas mieux à faire que de revenir en D1. Elle ne va pas venir en A3 ou en B4 sous le viseur du fou F8, c'est trop dangereux pour elle. Donc il faut qu'elle revienne en D1, et finalement les blancs n'ont pas évolué, c'est même encore en noir de jouer. Donc ça aide les noirs, cette séquence de jeu. C'est pourquoi, après cette sortie de fou en F5, Marc-André Amorezi ne va pas jouer dame B3. Il peut jouer un développement du fou, par exemple en E2, mais il va préférer jouer cavalier E5. Il monte sur l'avant-poste en E5. Alors c'est intéressant, bien sûr, on va s'intéresser à la prise qui a eu lieu dans la partie. Le cavalier a pris, et là on pourrait s'attendre à ce que le fou reprenne pour garder la diagonale du fou ouverte. Mais non, c'est le pion qui va reprendre. Et cette reprise du pion va déstabiliser les noirs, va déstabiliser le cavalier noir. Dans la partie, il a choisi d'aller en D7. S'il était venu en E4, vous voyez, le cavalier n'a pas de case en réalité. Il peut s'échanger avec le cavalier D2, mais il n'a pas de case. Enfin, il a la case C5, mais justement, les blancs, ils auraient le coup cavalier B3 qui retire la case C5 et qui menace le coup F3. Et le cavalier n'a pas de case. Donc ça, il n'a pas voulu se retrouver dans cette variante. Il a préféré jouer cavalier D7, Daniel Darda. Et là, pas facile à voir ce qu'ont joué les blancs. Il faut connaître un peu ce type de position pour trouver le coup des blancs. Un coup agressif d'ailleurs. Que joueriez-vous dans cette position comme coup agressif? Vous avez une idée? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher, essayer de trouver finalement ce qu'a joué Marc-André Amorezi avec les blancs ici. Alors il a joué pion G4.
Alors bien sûr, ça délabre un futur abri du roi blanc sur Petit Roc. Mais pour l'instant, on questionne le fou et on engage le combat. Et après tout, le roi noir a ses propres difficultés. Lui aussi, la possibilité d'un petit roc noir ne fait pas envie, même si les pions sont restés à demeure, tout simplement parce qu'il y a les pions blancs qui s'élancent au combat, qui s'élancent à l'attaque. Et là, le fou est attaqué. Alors, s'il vient en E6, il bloquera le pion E7, peut-être que ça gênera un peu sa position. C'est fou J6 qui a été joué. Et on va essayer de comprendre la suite, c'est que les blancs jouent H4 maintenant. Donc ils envoient vraiment leur pion à l'attaque, le pion E5, le pion G4, le pion H4. On menace H5, si le fou vient en E4, je suppose F3, et le fou n'a plus de case, il est enfermé. Donc c'est très agressif ça. Alors les noirs ont joué H5. En cas de prise, le fou pourrait reprendre sous la protection de la tour. Et là, les blancs, ils vont jouer un coup très intéressant. Un coup que, si vous êtes habitué à ma chaîne, si vous avez regardé les dernières vidéos de ma chaîne, vous pouvez peut-être le trouver. C'est un coup positionnel. Il n'y a rien de tactique ici. On ne peut pas gagner immédiatement une pièce, mais on peut essayer de dégrader la position adverse. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup qui met en difficulté les noirs. Ici, à tout de suite. Alors, qu'a joué Marc-André Amoretsi? Eh bien, son idée d'avoir joué G4 tout à l'heure et d'avoir dévié le fou, c'est pour pouvoir jouer E6 maintenant. Comme le fou est en F5, il ne pourra pas prendre en E6. Et cette poussée en E6 va dégrader le jeu des noirs. C'est ce qu'on appelle l'attaque de nuit. Alors, si vous ne connaissez pas cette attaque de nuit, que je vais expliciter bien sûr, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à une vidéo explicative de l'attaque de nuit, avec des parties, la première attaque de nuit de l'histoire d'ailleurs, elle est présentée, il y a deux grandes parties. Il y a une première partie de Maxime Vacher-Lagrave, MVL, qui gagne une partie avec une attaque de nuit, et ensuite je montre une deuxième vidéo de la première attaque de nuit de l'histoire. En tout cas, l'attaque de nuit la plus célèbre dans l'histoire du jeu d'échecs. Donc ça, c'est une attaque de nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, l'attaque de nuit ici? On sacrifie un pion, on sait que les noirs peuvent prendre, d'ailleurs ils ont pris dans la partie, mais ça crée des pions doublés, isolés, ça dégrade la structure de pion, ça fragilise l'abri du roi, et ça enterre le fou F8, parce que maintenant le pion E7 ne peut pas aller en E6, et le fou ne peut pas se développer par cette diagonale, et le pion G7 est bloqué par le fou G6, donc ça muselle un peu les forces noires. Vous voyez, il y a un encombrement dans la position noire. Voilà, ça c'est l'attaque de nuit. J'ai même gagné une partie pédagogique très rapidement sur une attaque de nuit. Alors vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus, ça vous donnera accès cette fois-ci à cette partie. Donc comment il continue ici, Marc-André Amoretsi? Il continue par cavalier F3. Il se rend maître de la case 5, il contrôle deux fois cette case, et bien sûr le cavalier peut lorgner aussi sur la case G5. Alors, c'est un inconvénient de perdre de pion G4, mais vous allez voir la suite. Elle est très astucieuse. Prise en G4. Alors là, les noirs, ils ont pas mal de pions de plus, je crois qu'ils ont 2 pions de plus. Ils attaquent le cavalier, mais ils ont un problème au niveau de leur roi. Et Marc-André Amoretsi va très très bien l'exploiter avec le coup fou D3. Il laisse son cavalier en prise, parce que si les noirs prennent, il y a fou prend fou, échec et mat. Et si on prend le cavalier, fou prend mat. C'est un mat de ce type que j'ai réalisé d'ailleurs dans la partie pédagogique. Alors, après fou D3, si le fou prend le fou, la dame reprend, et en cas de prise du cavalier, c'est pareil, la dame pourra avoir accès à la case G6 et mater. Alors, qu'a joué Daniel Darda face à cette menace de mat? Il est venu en H5. Et là, le cavalier ne bouge pas, Marc-André Amoretsi appuie où ça fait mal, il joue dame C2. Et il menace fou G6. Si le pion prend le cavalier, fou G6 échec, fou prend, et dame reprend mat. On voit les dégâts qu'ont causé l'attaque de nuit au niveau du roi noir, de la sécurité du roi noir. Donc dame C2 a été joué avec cette menace. Alors, évidemment, Daniel Darda, il ne se fait pas avoir, il va jouer roi F7. Bon, bien sûr, le roi, c'est pas une position idéale pour lui, mais il n'avait pas vraiment le choix. Cavalier G5 échec, roi F6 et grand roc. Voilà pourquoi Marc-André Amoretsi n'avait pas peur d'impliquer ses pions, le pion G, le pion H au combat, parce qu'il avait l'intention de faire grand roc. Et maintenant, même s'il a des pions de moins, ça va pas chez les Noirs. Leur position, c'est une république bananière. Il y a un peu partout. Les tours ne sont pas développées. Le roi, il est sorti. C'est presque la pièce la plus avancée dans le camp des Noirs. On voit bien qu'il n'y a pas d'harmonie dans le camp noir, alors que les forces blanches travaillent de concert. Vous voyez, une belle harmonie. Les tours sont en liaison.
On a la paire de fous qui braque en direction du roi, le cavalier bien installé. Non, c'est trop compliqué ici pour la défense du roi. En réalité, la partie, elle est déjà perdante. Mais restez, parce que la partie est perdante, mais il va y avoir des rebondissements. Regardons un petit peu la suite. Les Noirs ont joué G6. Et là, Marc-André Amorizzi, il est méchant. Très méchant. Il va faire cavalier prend E6. Il sacrifie son cavalier en E6, en attaquant la dame. Alors, le roi prend. Alors, l'intérêt d'avoir sacrifié le cavalier, c'est de dévier le roi de la protection du pion G6, et on entre. Fou prend G6. Menace dame F5 mat quand même, faut pas en rire. Donc, fou prend. Dame prend un échec. Cavalier F6. Alors certes, il a sacrifié maintenant une pièce, mais le but c'est de mettre à mort le roi, bien sûr. Tour 1 échec. Roi D7, on n'a pas vraiment le choix dans cette position. Le cavalier est cloué, donc il ne peut pas aller en E4, donc il faut aller en D7. Dame F5 échec, pas possible de jouer pion E6 parce qu'il y aurait dame prend E6 échec et mat. Donc là, les Noirs, ils ont quoi? Soit ils rentrent à la maison avec roi E8, soit ils viennent en C6. Dans les parties, ils sont venus en E8, et ça a permis de faire dame prend cavalier, puisque le pion E7 est cloué sur la colonne. Et les Blancs récupèrent tout de suite le matériel. Alors on aurait pu s'intéresser à roi C6, mais c'est pareil en fait. Il va y avoir tour échec. Si on met la dame, eh bien tour prend. Si le roi vient en D7, eh bien tour prend cavalier avec la dame qui fait échec. Donc le roi, il va être obligé d'aller en B5 certainement. Puis là, ça va continuer l'attaque sur lui. Voilà, je sais pas, peut-être dame D3 échec. On peut gagner aussi la dame noire si on fait tour prend cavalier, pion prend, et tour prend pion échec. Ça gagnera la dame noire, mais certainement que dame D3 est plus fort ici. Parce que là, on cherche à mater quand même. Alors, je ne sais pas où va le roi, mais il a de moins en moins de cases. S'il vient en C5, on est capable de faire dame échec. Il doit venir en B5. Et là, on va avoir le mat avec dame B4. Voilà, c'est mat. Donc, c'est trop risqué pour le roi de sortir. Donc, dans la position, après dame F5 échec, le roi, il sort pas. Il retourne à la maison, et donc, dame prend cavalier. Attaque la tour, d'ailleurs. Tour H7. Dame G6 échec. Fourchette, mais la tour peut venir s'interposer. Tour E5 E5. Ça attaque deux fois le pion D5. En plus, les noirs ne peuvent pas jouer 6 parce qu'il y a dame prend E6, et on se dit c'est un massacre cette position. Toutes les pièces blanches sont à l'attaque, les pièces noires ne sont pas développées, le roi est faible. On a même un pion passé ici qui demande qu'à progresser. En réalité, oui, c'est un massacre. Mais restez encore un peu. La dame est venue en D7. Tour prend D5. La dame est venue en C6. Là, ça propose l'échange des dames. On pourrait faire dame prend G4, mais ici, Marc-André Amorizzi a préféré reculer en H5 pour conserver le clouage et jouer tour F5 après pour attaquer la tour. Donc fou G7 pour s'interposer en F6, tour F5, fou F6. Et maintenant la prise en G4. Pion E6, dame G8 échec, tour F8, dame G6 échec, roi E7, tour prend F6, tour prend F6. On pourrait jouer fou G5 pour clouer la tour, ça c'est assez efficace. Mais il a préféré jouer dame G7, tour F7. Et là, il va simplifier, Marc-André Amorizzi, il va simplifier la position pour entrer dans une finale gagnante. Il va jouer fou D6 échec, ici. Alors, dans la partie, la dame a pris, mais si la dame ne prend pas, si le roi vient en D7, ça permet de faire dame prend tour. S'il vient en E8, ça permet de faire dame G8 échec. Le roi devra aller en D7 et on prendra la tour encore, parce que si le roi va en E8 et qu'on fait dame G8, si la tour vient là, on peut la prendre. Il y a le fou qui nous aide. Donc, après fou D6 échec, Daniel Darda, il a pris. Et Marc-André Amorizzi, il simplifie. Il prend la tour sur échec. Roi prend. Et il prend la dame. Et maintenant, il a 2 pions de plus. 2 pions de plus dans cette position. Et il va même en gagner un troisième assez rapidement. Les noirs jouent roi E7. Tour B6 attaque B7. Tour F8 attaque F2. Tour prend B7 échec. Roi D6. Tour B6 échec. Roi D5. Tour prend A6. Tour prend F2. Et donc, on a 3 pions de plus. Donc, la finale semble être assez enfantine. Mais les noirs ont encore un pion passé. Et ce pion, finalement, va causer quelques problèmes de réalisation de l'avantage à Marc-André Amorizzi. Il faut comprendre que c'est une partie qui se joue en cadence assez rapide.
Et donc les joueurs n'ont plus beaucoup de temps ici. Alors, tour A8 a été joué. La finale, ils vont la jouer avec 2 minutes à peu près chacun à la pendule. Tour H2 attaque le pion. Tour D8 échec. Roi E4. Et on envoie le pion passer, le pion A. Les noirs jouent E5. Pion A5. Tour prend H4. Pion A6. Tour H1 échec pour passer derrière le pion. Souvent, pour arrêter un pion passé, il faut se mettre derrière lui. Ainsi, vous l'attaquez et vous empêchez sa progression. Tour D6. Roi F3, le roi va essayer d'avancer sa cartouche, sa dernière cartouche. Les blancs jouent B4. Les noirs jouent E4. Les blancs jouent B5. Les noirs jouent E3. La tour se place derrière le pion. Tout le monde aura compris que la tour va tôt ou tard se sacrifier contre le pion, lorsque ce pion menacera de faire une dame, et les blancs vont essayer de gagner avec leurs 3 pions à l'aile dame, et en mettant en difficulté la tour qui aura du mal à les arrêter. E2, roi B2. Alors par exemple, si les noirs, ils ne l'ont pas fait dans la partie, mais si les noirs ils font dame, les blancs gagnent. Ils prennent la dame, la tour reprend, et la tour ne peut pas lutter contre les pions passés. Si on va jouer à 7, on menace de faire dame, donc la tour doit venir, puis B6, puis on jouera B7, et n'importe quel des deux pions fera promotion soutenue par l'autre. Donc dans la position, après roi B2, ça attaque la tour. Donc la tour a été en A4. Pion C4. Là, c'est fait exprès, c'est pour dévier la tour, ce qui s'est passé dans la partie, pour pouvoir jouer à 7. La tour revient en A4 et B6. La tour vient en A6. Roi C3. Roi F2. Roi C4. Et là, les noirs jouent tour prend B6. Et Marc-Andrea Morezzi, il a plus que quelques secondes à la pendule. Et que va-t-il jouer? Que joueriez-vous? Alors, mettez-vous simplement une dizaine de secondes pour essayer de voir ce que vous joueriez dans cette position. A tout de suite. Alors, que joueriez-vous ici? Eh bien, il faut absolument faire tour prend pion. Et Marc-Andrea Morezzi a fait tour prend tour. En fait, il faut faire tour prend pion échec, roi prend, et faire dame. Et la dame contre la tour, ça gagne. Mais c'est long à gagner. C'est pas facile, mais ça gagne. C'est un gain technique. Mais le problème, c'est que Marc-Andrea Morezzi, après tour prend B6, il n'a pas pris le pion en E2, il a pris la tour. Il se dit que, ok, les noirs font une dame, mais il fait une dame aussi, et il a une tour de plus. Sauf qu'il va être victime d'un échec perpétuel. Alors, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur tous les cas de match nul aux échecs, dont le cas de l'échec perpétuel. Et de très belles positions à trouver. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et donc, il se passe ici que c'est au nord de jouer, et le roi, il est assez esselé. Les pièces lourdes blanches sont derrière lui, et surtout la dame n'est pas en capacité de s'interposer quand le roi va recevoir les échecs. Et donc les noirs vont délivrer une pluie d'échecs contre le roi blanc, et le roi blanc ne pourra pas s'en sortir. Il y a eu dame E3 échec, roi B5, dame E2 échec, et là les deux joueurs ont conclu au match nul parce que les deux joueurs ont compris que le roi blanc ne pouvait pas s'en sortir. Il faut même se méfier d'ailleurs, il y a des cases qu'on peut pas utiliser, on ne peut pas venir en C6, parce qu'on se mettrait dans le même alignement que la dame. Vous voyez, si le roi vient en C6, et la dame noire pourrait venir en F3 ou en E4, faire échec et ramasser la dame blanche après. C'est ce qu'on appelle une enfilade. Et là, ça deviendrait gagnant pour les noirs, parce que c'est eux qui auraient une dame contre une tour. Et face à dame 2 échec, il ne faut pas non plus venir sur la colonne en A5 ou en A4, parce qu'on se prendrait des coups comme dame A2, l'enfilade, le roi devrait bouger, on gagnerait la dame. Alors qu'est-ce qu'on a? On peut aller, on peut aller en B4 par exemple, mais il y a dame B2 échec, le roi vient en C5, on fait dame C3 échec. Ça n'a pas été joué dans la partie puisqu'ils ont conclu au match nul là. Mais c'est pour vous montrer que le roi va pas pouvoir s'abriter en fait. Vous voyez, il y a dame E7 échec, même s'il tente de venir près des pièces, dame E8 échec, roi A7, dame A4 échec. Si le roi revient en B7, on peut revenir en D7 faire échec. S'il revient en B8, on peut revenir en E8 échec. Si c'est la tour qui interpose, on peut encore faire des échecs. Si le roi vient en B7, il y aura dame D7. Si la tour revient en B6, on peut revenir en A4 faire échec. Vous voyez, il n'y a pas de solution pour arriver à se prémunir des échecs de la dame. Donc ça force le match nul parce que l'échec perpétuel, c'est donc la situation où un roi reçoit des échecs en continu et qu'il n'y a pas de possibilité de l'abriter. Donc évidemment, les noirs ne vont pas cesser de faire des échecs et puis ça conduit directement au match nul.
Une partie vivante, hein, très vivante. Et on voit que le manque de temps a fait gaffer Marc-Andrea Moresi dans cette finale. Mais par contre, quel massacre dans l'ouverture. Quelle puissance avec cette attaque de nuit. C'était vraiment assez impressionnant. Donc il doit s'en vouloir de ne pas avoir gagné cette partie. D'un autre côté, il a quand même montré un jeu très agressif et très convaincant dans l'ouverture. Bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.